Chers auditeurs, bonsoir, vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission française et francophone de Radio Bandiranera. À la barre ce soir, le lieutenant Sturm, pour une émission consacrée à François Duprat. Autour de moi, dans le studio, pour parler et évoquer la figure de François Duprat, j'ai le camarade Jean-Louis Romégas. Bonsoir. Notre ami Emmanuel Aratier. Bonsoir. Et le grand témoin de ce soir, Julien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on revient sur la figure de François Duprat, parce que ça fait 34 ans qu'il est décédé tragiquement dans un attentat, nous y reviendrons, le 18 mars 78, mais surtout parce qu'il y a une actualité littéraire qui date de quelques semaines, hein, Julien. Oui, ça fait 3 mois maintenant, 3 mois, ouais. 2-3 mois. Qu'un ouvrage est sorti aux éditions de Noël, co-signé par Nicolas Lebourg et Joseph Bourgard, ouvrage dans lequel vous intervenez à plusieurs reprises, longuement, et qui est titré « François Duprat, l'homme qui inventa le Front National ». Alors, on va remettre tout ça en perspective, mais c'est vrai que François Duprat était numéro 2 du Front à une époque. Et surtout, bon, c'est un ouvrage qui revient sur tout le parcours de François Duprat depuis les années, début des années 60. Je ferai juste une petite digression. Dès le départ, le livre au départ devait s'intituler, si je ne veux pas induire en erreur les auteurs, mais ça devait s'intituler « Qui a tué François Duprat ?» D'accord. Il y a eu donc, compte tenu des choses que nous évoquerons plus tard, un changement d'axe, peut-être aussi un axe marketing. D'accord. Comme ça, par rapport au titre nouveau. Oui, puis la période dans laquelle il est sorti. Oui, mais alors ça on en reparlera aussi parce qu'il ne devait pas du tout sortir à cette période. Ah d'accord, ok, bon. Et puis, il faut le noter également, les éditions d'Eterna ont réédité l'ouvrage de Duprat sur l'histoire des fascismes, hein, qui est préfacé et présenté par Alain Renaud. Hein, donc aux éditions d'Eterna, voilà, donc ça fait une actu un peu prenante en ce moment. Ouais. Alors ça s'accompagne d'un film aussi, puisque oui, exact, c'est ce que j'allais dire. Alors oui, justement, Jean-Louis, le film. Donc un documentaire qui a été fait par les mêmes auteurs que le livre, qui est passé, par contre, je ne sais pas sur quelle chaîne. Alors le documentaire, en fait, le webdoc est une solution de repli. Au départ, c'est un film qui doit être fait. Là non plus, sans trahir les auteurs, je pense qu'ils auraient souhaité que certaines grandes chaînes de télévision spécialisées dans la reconstitution de meurtres de personnalités célèbres, enfin, à qui je peux penser, en fait, il souhaitait que ça soit un film pur et dur. Bon. Il se trouve que par ailleurs, Joseph Bourgard... Donc une sorte de docu-fiction avec enfin, très comparable à celle qui a été réalisée ou pour Henri Curiel ou Yann Piat, mais là Yann Piat c'est le film quand même. Ouais. Ou bien sûr Pierre Goldman, parce que là on reparlera aussi bien sûr de Pierre Goldman. Bien sûr. Et il faut dire que Duprat est moins télégénique que Yann Piat, qui porterait ressemblant. On aurait peut-être pu faire jouer Alain Boer. Donc, juste pour conclure là-dessus, pour revenir sur le webdoc est sorti à la date où devait sortir le livre. Il est donc sorti le 14 avril et le livre devait sortir simultanément. Des péripéties liées au le 14 avril 2011. Hein. 2011, tout à fait. Oui, de l'an dernier. 2011. Et des péripéties liées au mode de fonctionnement des éditions de Noël et un changement du directeur éditorial ont conduit, paraît-il, à ce que le livre soit décalé. Le webdoc est quand même sorti avec la collaboration du Monde.fr. Voilà, parce qu'en fait, il était, on le voyait sur le site internet du Monde. Voilà. Oui, d'ailleurs, ça se multiplie, ces web documentaires. C'est pas inintéressant non plus comme format. On mettra bien évidemment en lien je crois qu'il est toujours en ligne, hein. De toute façon, il est consultable, hein, oui, le webdoc. Enfin, si met sur son bon, il est payant. Hein. Ah, maintenant, il est payant. À l'époque, il l'était pas. Il l'était pas, mais je crois qu'il est devenu payant. C'est la politique du monde, hélas. C'est possible. Dès que c'est archivé de quelques semaines, c'est payant. Hein. On n'oublie pas le porte-monnaie au monde. Enfin, je pense qu'on doit le trouver sur BitTorrent ou des choses comme ça. Oui, je pense que nos amis techniciens auront à cœur de trouver le lien qui permettra un téléchargement pirate. Hein. On va pas se dédire ici. On est une antenne pirate, alors pourquoi on irait payer le monde? Ça, c'est très certain. Alors, on a beaucoup de jeunes auditeurs pour qui François Duprat est une évocation plus que vague. Je vais donc demander à notre ami Jean-Louis de nous faire un retour sur de rapides éléments bio, hein, pour resituer la figure de François Duprat, son parcours, et puis à partir de cet étayage-là, nous pourrons aborder plus précisément le travail qui a permis la constitution de l'ouvrage
et évidemment les thématiques évoquées. Jean-Louis. Bon, un cadre rapide, pour ne pas déflorer ce qu'on va évoquer évidemment dans l'émission. Un cadre chronologique essentiellement, puisque donc François Duprat naît en octobre 1940 en Corse, et ensuite son père s'éloignant au Pays Basque, toute la famille donc se retrouve du côté de Bayonne. À partir des années 60, il est à Paris, au lycée Louis le Grand, parce que c'est un bon élève. En particulier, alors il y a tout un chapitre dans le livre qui est consacré à cet aspect, sur le fait qu'il était doté d'une hypermnésie, c'est-à-dire qu'il retenait énormément de choses. Donc il monte sur Louis le Grand pour être intégré en classe préparatoire. Et à partir de là, il s'investit dans la politique, et donc en particulier dans la mouvance nationaliste, même si au tout départ, c'est vrai qu'il a pu avoir un intérêt ou éventuellement des accointances avec les milieux de gauche. Il va couvrir tout le spectre en fait des groupuscules, enfin en tout cas une bonne partie du spectre des groupuscules ou des groupes politiques de la mouvance ou de la famille nationaliste. Donc Jeunes Nations, le Parti nationaliste, la Fédération des étudiants nationalistes, Occident, Ordre Nouveau et enfin le Front National, ce qui représente en effet un bel itinéraire. Donc jusqu'en 1978. Par ailleurs, c'est en fait un homme qui a une multitude de facettes, et c'est ça qui vaut le coup de revenir évidemment sur son itinéraire, puisque c'est quelqu'un qui s'est intéressé très tôt au révisionnisme historique, qu'il a contribué à diffuser, à forger en France. C'est quelqu'un aussi qui a une dimension cachée ou secrète, et en fait une part d'histoire romancée, en fait, d'autobiographie romancée, avec des événements dont on a du mal à percevoir le fin mot et la réalité exacte. Ouais, on va y revenir. Par exemple, le passage en Afrique et au Congo. Oui, on peut quasi parler de légende. Hein, voilà, exactement. Ce qui fait dire à un moment aux journalistes que finalement, cette multitude de facettes fait que sans être nazi, et souvent les accusations qui ont été portées contre lui étaient d'être évidemment un néo-nazi, ce qui n'était pas vrai au regard de son analyse et de sa vision des choses, en particulier en termes raciaux. Mais que par contre, c'est vrai qu'il avait peut-être un point commun avec Hitler, c'était sa capacité en fait à changer de personnalité en fonction des interlocuteurs qu'il avait face à lui. Donc, enfin, c'est le cas de Sarkozy aussi. Oui. Mais d'ailleurs, sur les affiches, il y avait marqué NS. Tout le monde l'a remarqué. En particulier pour 2012. Voilà, pour NS 2012. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est un itinéraire qui, du coup, le rend intéressant parce qu'il couvre toutes les années 60 et une bonne partie des années 70. Très bien. Alors, je crois qu'il n'est pas inutile de commencer par l'émergence de François Duprat sur la scène politique. Quand, comment, par quel bout a-t-il commencé ? On parle de l'extrême gauche au tout début. Oui, c'est vraiment un clair passage ou... Oui, c'est un passage un petit peu contesté par les auteurs. D'accord. Disons que l'extrême gauche trotskiste, là aussi, il y a peut-être un petit peu de roman dans l'histoire. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la famille Duprat, l'ensemble de la famille est une famille de gauche, voire de gauche communiste, l'est toujours d'ailleurs, et qu'il a baigné dans ce milieu. Ça, c'est indéniable. Par contre, ses premiers contacts, et ça peut poser d'ailleurs problème pour la suite des événements, se font effectivement politiquement auprès de l'OS Métro, où à un moment... Donc OS Métropole, pour nos jeunes auditeurs. Où à un moment, il semble que il a été pris dans une histoire et que, évidemment, on lui a mis un marché en main. C'est l'échange de sa liberté. C'est l'OS Métro Jeune. Hein. Oui, l'OS Métro Jeune, oui, bien sûr. Qui étaient plutôt les jeunes de l'OS qui... Bon, c'était assez... métro, quoi. Voilà. C'est un peu différent, ça a peu de choses à voir avec l'OS. Alors justement, oui, Emmanuel, un petit précis là-dessus. À l'intérieur même de l'Algérie, c'était plus des actions, ça avait un côté anti-étatique en fait. Beaucoup moins militaire, beaucoup plus tourné, je dirais, vers la propagande quand même, les tracts, des espèces de feuilles renéotypées clandestines, quelques attentats, mais très peu de choses. C'est à l'OS Métro que militait la plus jeune prisonnière de politique de France, Madame Dupont-Tango. Oui, c'est ça. Oui. Donc vous pouvez quand même aller en prison. Ah oui, non, mais alors là, il y a beaucoup de gens qui... On pouvait être embêtés. Il y a eu toutes sortes de... je dirais que c'était plutôt la branche sergent, quoi, pour les gens qui ont... D'accord. Voilà, on avait fait une émission là-dessus...
radio concurrente, radio concurrente. Mais donc, bon, là, c'est plutôt la branche excellente émission d'ailleurs. Bon, c'est pas pas tellement la branche Fusini. C'est la branche la plus activiste, la plus professionnelle, les commandos Delta. Il n'y a jamais eu de commando Delta en France, quoi, pour simplifier, quoi. D'accord. Donc il aurait eu un passage. Oui, un passage rapide, bref, par cette mouvance qui était assez logique à l'époque, et ensuite il se retrouve assez mécaniquement à Jeune Nation, et puis tout le déroulé que tu viens de faire, quoi. Donc. Mais ce qu'il y a aussi, enfin, je crois qu'on peut le rappeler. Bon, moi j'étais trop jeune pour avoir vécu cette période-là, mais y compris dans les années 60 et les années 70, ce qui est incompréhensible aujourd'hui, c'est qu'il y avait des passages. À droite et à gauche, pour être très clair, de l'extrême droite vers l'extrême gauche et de l'extrême gauche vers l'extrême droite. Julien qui est là, nous on se connaît très bien parce qu'on était à Rouen à l'époque tous les deux. J'ai rencontré les auteurs par l'intermédiaire de Julien et on a eu des militants d'ordre nouveau qui se retrouvaient à la Ligue communiste. Tout à fait. Ouais. Il y en avait un qui travaillait au Tripostal, je me souviens très bien. Et une année, on a eu des militants qui étaient au JCR, enfin aux Jeunesses communistes révolutionnaires. Et je me souviens à Noël, avant Noël, on avait fait une bagarre, et le 1er janvier, il est passé chez nous. Donc c'était un phénomène assez classique. Alors, ça se voit un peu, par exemple, dans les mémoires d'Alain de Benoît qui viennent de sortir, où il dit que, très bon, certes, il s'intéresse beaucoup au milieu, mais il s'intéresse beaucoup à l'autre, et il lit l'Humanité Rouge, il collectionne tous les journaux, et c'est ce que faisait tout le monde. Nous, aujourd'hui, c'est plus hermétique, quoique... On en connaît quelques-uns, nous, Jean-Louis, qui sont venus de l'extrême gauche et qui militent avec nous. Mais dans l'autre sens, par contre, dans l'autre sens, c'est plus rare. Et puis ce qui est même, peut-être pas encore au début des années 60, mais je crois que quand même au début des années 60, parce que ça n'a plus grand-chose à voir avec aujourd'hui. Les lycées, il y avait beaucoup moins de lycéens, on quittait l'école beaucoup plus tôt, etc. La société était plus politisée. Les gens étaient extrêmement politisés, très très engagés. Donc par exemple dans les lycées, dans les facultés, une majorité de gens étaient engagés politiquement, alors qu'aujourd'hui c'est une infime minorité. Oui, j'ajouterais aussi, Emmanuel, qu'il y avait aussi une espèce de curiosité. Comme toi, je lisais tous les jours l'Humanité Rouge et Front Rouge, donc il y avait quand même 2 quotidiens maoïstes à l'époque, c'était quand même assez spécial. Mais j'ai gardé par exemple les tracts du lycée de Rouen, il y a des années, on dépassait les 400 tracts en une année de cours. C'est-à-dire qu'on avait entre 2 et 3 tracts par jour. C'est dément. Je suis pas sûr que les auditeurs arrivent à nous croire. Il faudra je les ai tous gardés. Il faudra les scanner un jour. Je les ai tous gardés entre 69 en gros et 78. Je sais pas, j'en ai 2000, 2500 au moins. Il y a des grands moments de littérature là-dedans. Voilà. Oui, en plus, il y a des passages. Non, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est un vrai bouillonnement à l'époque qu'on peut, c'est vrai que difficilement imaginer aujourd'hui quand on est à la sortie d'un collège ou d'un lycée, enfin d'un lycée ou même d'une université d'ailleurs, où là aussi ça s'est complètement aplani sur le plan politique. Alors, donc, il a pu y avoir des passages, dirons on en parlait au début, il a pu être vaguement attiré par la gauche, etc. Ce qui serait normal au vu de ses origines. C'est un milieu tout à fait classique. Le milieu familial, moi-même, j'ai été très tenté par l'extrême gauche. Mais il y a des grands anciens, rappelez-vous Ernst von Salomon qui se levait le matin en se demandant s'il n'avait pas passé la journée à faire le coup de main avec le Parti communiste allemand, et puis le soir il voyait Junger ou l'entourage le frère Friedrich Gorg. Enfin, c'était des moments aussi florissants. Alors, donc, il se retrouve, son premier engagement notable encarté, c'est Jeunes Nations. C'est Jeunes Nations, oui. Voilà. C'est Jeunes Nations. Et après, il y a la suite. Est-ce que tout de suite, on le distingue, on le connaît, son nom circule, il commence à prendre la plume? Moi, très honnêtement, j'ai pas vécu cette période, je peux pas me rendre compte. Moi, ce que je constate simplement au fil de ces quelques expériences politiques, Jeunes Nations, Parti nationaliste, Fédération des étudiants nationalistes et Ordre Nouveau, qui sont quand même c'est qu'à un moment et Occident, excuse-moi, bien sûr Occident, à un moment, il a un problème. C'est-à-dire qu'à un moment, soit il part, soit il est exclu. Oui, parce qu'il est systématiquement exclu. C'est voir 2 fois, voir en même temps. Non, mais c'est le problème. C'est-à-dire que non seulement il est exclu, mais en plus, ensuite, par les mêmes, il est réintégré. Donc c'est quand même qu'il y a un truc, quoi. Donc moi, on en reparlera plus tard, mais il y a quand même un vrai mystère pour moi, là. Comment des gens qui l'ont exclu, en gros, pour avoir donné des copains au RG, enfin, je fais rapide, peuvent ensuite... vendu des fichiers... Oui,
négocier des voix. Ça, c'est plus tard, les voix. Ça, c'est plus tard. Je dirais que ça me surprend moins, parce que finalement, sur l'histoire récente, en gros, on prend la quinzaine d'années, tu me démentiras. Non, je te contrôlerai pas. On constate que finalement, il peut y avoir des retournements comme ça, et puis surtout, en fait, une certaine apathie à l'égard, en effet, de camarades, entre guillemets, ou de gens qui ont pu poser problème, dont on sait qu'ils ont pu poser problème, et finalement, les choses ne se règlent pas, ou en tout cas, la personne peut continuer à évoluer. Alors, en effet, peut-être pas forcément sur des postes de responsabilité, mais peut continuer à évoluer, en gros, dans la mouvance au sens large. Et donc ça, pour le coup, je sais pas si c'est... Alors, la spécificité, par contre, c'est ce que vous dites, Julien, c'est quand même le fait d'être exclu à chaque fois. Oui. On va revenir sur cet aspect-là des choses. Ce qui est lié d'ailleurs à l'épisode, alors je ne sais plus de quel mouvement il part à ce moment-là, l'épisode d'Itchombe, quoi. C'est-à-dire que l'épisode du Congo, c'est-à-dire que ça se passe à un moment où il est préférable, semble-t-il, de ce que disent les auteurs, que François Duprat ne reste pas trop dans le milieu parisien. D'accord. D'où l'épisode du Congo. Son petit tour en Afrique, effectivement. Qu'est-ce qui d'abord distingue François Duprat? C'est tout le travail militant, ou plus ses écrits, ses prises de position? Parce qu'on sait qu'il a quand même des positions très tranchées. Il est clairement NR, enfin en tout cas c'est ce qu'il dit très rapidement. Alors, ce qu'il y a, c'est François Duprat, il a une caractéristique, c'est que c'est un gros travailleur. C'est quelqu'un qui écrit, qui fait de la documentation, je vais pas dire qu'il fait des fiches, mais qui fait un travail. Bon, il est professeur d'histoire, c'est quelqu'un qui a l'habitude, et il va introduire en France, il va traduire des textes, et il va s'intéresser, à un moment, je m'en souviens, on disait il s'intéresse au fascisme, au Galapagos, quoi. D'accord. Il arrivait toujours à trouver un mouvement, des mouvements, en fait. À l'époque, il y a eu, dans les années 60 et au début des années 70, il y avait pratiquement rien en matière historique. Il faut savoir qu'il y a eu, par exemple, Ernst Nolte, par exemple, qui a commencé à faire découvrir des choses. Mais en France, on n'avait pratiquement aucune connaissance alors qu'aujourd'hui, il y a des dizaines d'ouvrages sur le fascisme anglais, le fascisme autrichien, en Pologne, aux États-Unis, la British Union of Fascists de Mosley, enfin, tout ça, et c'est lui qui a introduit ça en France, parce qu'il y avait absolument rien. Il y avait Défense de l'Occident, mais Défense de l'Occident était beaucoup plus littéraire. Emmanuel, ça c'est important, parce que c'est aussi quelque chose qui est méconnu des jeunes générations, le fait que dans les années 60, il n'y a pas un bouquin, quoi. C'est le fond du truc. Il n'y a pas un bouquin à l'époque. J'ai discuté avec quelqu'un qui est de cette génération-là, qui me disait, tu sais, quand on arrivait à aligner 10 bouquins un peu intéressants dans nos chambres étudiantes, on était ravis et on les relisait du matin au soir. Le livre des années 70, c'est Le Camp des Saints. Il y en a qu'un. Ouais. C'est le livre qui va faire rêver au moins une génération, voire deux. C'était le seul livre. Et d'ailleurs, c'est le seul livre vraiment politique de Raspail. Tout à fait. Il faut toujours rappeler que, j'adore le raconter, mais qu'à l'origine, ce ne sont pas des Indiens, c'est des Algériens. Hein. D'ailleurs, il y a une citation de Boumedienne au début du livre. Et en fait, parce qu'il a eu peur d'un procès, c'est des Indiens qui arrivent, ce qui est complètement délirant. Parce qu'on ne voit pas des Indiens passer par le canal de Suez, rentrer en Méditerranée et arriver. Bon. Et il y a un côté totalement incompréhensible. Et en fait, ce sont des Algériens. C'est l'attention qui compte. Voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les gens s'en rendent compte. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, effectivement, il y a des Pakistanais à Paris, il y a des drapeaux algériens place de la Bastille. Ouais. Voilà. Mais vraiment, à l'époque, il n'y avait rien. Et lui, il va créer il va faire des brochures. Bon, il va monter les cahiers européens, mais il va monter les cahiers d'histoire du fascisme. Il va faire un vrai travail de traduction, de synthèse, qui est un peu différent de celui qu'avait pu faire Coston, parce que ça va être beaucoup plus politique. Mais je dirais que c'est un peu l'équivalent pour toute la partie histoire politique et surtout des pays étrangers. À l'époque, les gens ne savent absolument rien de ce qui se passe à l'étranger. Le responsable des relations internationales d'ordre nouveau, bon, c'était Yann Montcombe, par exemple. Parce que peu de gens savent, mais c'était lui qui avait des contacts avec les pays étrangers à ON. Bon, donc c'est et Duprat est quelqu'un qui s'intéresse aux pays étrangers et qui a une très grosse correspondance. Ce qui faisait d'ailleurs la richesse de ses cahiers, de ses bulletins. Oui, Julien. Oui, non, je rebondis tout à fait sur ce que dit Emmanuel. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ces années 60-70, on est privé quand même de beaucoup d'éléments de réflexion, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et donc ces éléments de réflexion, on va les chercher. Ça aussi c'est fait, c'est mon téléphone, hein, bravo. Ces éléments de réflexion, on va les chercher effectivement chez Duprat, qui nous parle effectivement d'autre chose que... Quand même, il y a aussi cette partie guerre d'Algérie qui n'est pas très lointaine. C'est ce qu'on côtoie un petit peu dans tous les dîners débats, dans tous les meetings, les anciens de la guerre d'Algérie, tout ça. On en a vraiment marre, quoi. Donc Duprat vient nous parler du Baas. Du parti Baas, par exemple, du nationalisme arabe, du nasserisme. Ouf, ça nous change un peu, puis ça nous change aussi un peu, faut être clair, des bagarres de la rue d'Assas, quoi. Oui. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai rejoint Duprat, finalement. C'est pas pour le Front National. J'ai été élevé, on peut pas dire dans un anti-lepénisme primaire, mais quand même quasiment, en étant au Parti des Forces Nouvelles. Donc c'est pas pour le Front National que je rejoins Duprat. C'est parce que il nous apporte autre chose, une autre vision du truc, et une vision internationale qui, pour les nationalistes, peut paraître paradoxale, mais qui est extrêmement importante pour nous, quoi. Et puis en même temps, il est très structuré idéologiquement. Ce qui n'est pas du tout le cas en dehors je dirais de la nouvelle droite, à l'époque du Grèce, qui ce sont les seuls qui soient vraiment structurés et qui effectivement, eux aussi, mais ils sont tournés vers la sphère intellectuelle, traduisent des livres de sociologie, de philosophie, de politique, d'histoire, etc. Mais à l'époque, il y avait vraiment rien. Par exemple, Duprat est un des premiers à écrire, par exemple, une histoire de la Waffen-SS. Oui. Il n'y a pas encore Mabir, et il y a encore moins les ouvrages universitaires. Il n'y a pas les éditions Emdal, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est lui qui publie le seul ouvrage qui a un opuscule sur le MSI, par exemple. Oui. À l'époque, on parlait du MSI, mais bon, pour ceux qui n'avaient pas fait le voyage en Italie, qui n'avaient pas participé à une émission avec les camarades italiens, on ne savait pas ce que c'était. Donc, il a un côté, et en même temps, c'est un vrai théoricien, parce que comme il est relié avec des groupes étrangers, on en parle, enfin, je ne sais pas autant en parler maintenant, mais il est quand même lié avec des gens comme Freda, toute cette mouvance, Freda, oui. toute la mouvance très... Pino Rauti, toute cette mouvance... plutôt NR, nationaliste révolutionnaire, très activiste, et qui réfléchit... Là, on est en Italie, hein, pour nos auditeurs. Ouais, et qui réfléchit, et donc il va reprendre des idées, parce que par exemple, il va publier un journal, je crois qu'il n'y en aura qu'un numéro, qui s'appelle Année Zéro, bon, et qui est un véritable... C'est un numéro assez incroyable, qui a été une espèce de journal de chevet pendant des années, qui est une espèce... C'est un numéro 1, mais pratiquement c'est un manuel du coup d'État. Oui. Ça rappelle beaucoup Curzio Malaparte, etc. C'est quelqu'un qui réfléchit vraiment à la prise du pouvoir. Avec une petite idée de patrie et liberté derrière à l'époque chilienne. Quoi. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça. Et en plus, ça va être très très utile. Enfin bon, on va peut-être en parler, mais moi j'ai récupéré son discours, et c'était moi en 81. C'était extrêmement utile au moment où la droite classique a été battue par Mitterrand. Nous, à Rouen, on avait 6 mois d'avance sur tout le monde, ou 7 ou 8 mois, parce qu'on avait prévu ce qui allait arriver. Donc la déstabilisation, donc ensuite on a fait de l'infiltration à l'intérieur des partis classiques, on a décroché des candidats, etc. Moi ça m'a permis d'être suppléant UDF, c'était pas par amour de l'UDF, oui, non, mais c'est parce qu'on les avait infiltrés, on connaît cette aventure, on les avait infiltrés plusieurs mois avant, parce qu'on savait que... et donc il fallait ne pas être désarmé le jour où la gauche arriverait au pouvoir. Et ça, il expliquait ça très très bien. Idéologiquement, il se construit, ou en tout cas, il affirme clairement son opposition à toute l'équipe qui monte autour d'Europe Action et des cahiers universitaires, en fait. Non. Moi, j'avoue que j'ai pas connu cette période, mais c'est effectivement il est pas du tout dans une optique racialiste, si c'est ça que tu veux dire. Oui, puis par rapport à la nouvelle droite, finalement. Alors, non seulement il est... Alors ça, sur la nouvelle droite, je peux en parler 2 secondes, parce que, effectivement, il est assez hostile à la métapolitique, en disant qu'en gros, c'est aller se... Bon, je vais rester correct. Voilà. Se faire des frisettes pour rien. Il a extrêmement peu de sympathie pour Alain de Benoît, qui, en retour, le lui rend au centuple. C'est-à-dire que Alain de Benoît n'a absolument aucune sympathie, c'est le moins qu'on puisse dire, pour François Duprat. Donc il y a une animosité qui est liée à cette période d'Europe Action, etc., mais qui est bien antérieure à moi, ce que j'ai connu. Oui, ce sont des choses qui datent d'avant. Ouais. Et François Duprat n'est pas considéré comme fiable. Voilà. Il est considéré comme un indicateur de police, pour être très clair, ou voire travaillant même pour la police, et donc ils n'en veulent pas. Et donc lui le prend assez mal, et donc il va continuer dans une ligne politico-activiste.
Alors que la consigne d'origine du Grèce et de la nouvelle droite, en fait, tout ce qui va tourner autour de ce mouvement, c'est on ne fait pas de politique. On prépare les esprits, on fait un travail intellectuel et idéologique. On fait... il y avait à une époque, il était strictement interdit d'avoir d'être dans un parti politique marqué tout en étant au Grèce, par exemple. Et là, c'est pas du tout le cas. Avec lui, et puis, il y a aussi un point qu'il faut... Parce que le livre de Lebourg et Bourgard, en fait, je dirais que c'est certes un livre sur François Duprat, mais c'est surtout, moi, je trouve, une excellente histoire de l'extrême droite des 40 dernières années. C'est très très riche et très intéressant. Et ils ont fait quand même un travail extrêmement sérieux. Ils ont rencontré énormément de gens. Bon, il fallait bien trouver un fil conducteur, mais ressort la figure de François Duprat parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde en dehors de lui. Il y a pratiquement personne. Il y a personne qui réfléchit. C'est très tardif. Il commence à y avoir des gens entre guillemets intellectuels, enfin qui est quand même qui soient pas purement des activistes ou purement des politiques. Il y a des écrits de Vénère à un moment là, il fait une espèce de... C'est plus tard, c'est vrai. Non, mais ça c'est Europe Action, etc. Mais ça c'est bien avant. Et après lui il va se dégager, il va partir côté histoire, chasse. Oui, bien sûr. La qualité de Duprat pour le coup, c'est en effet par son activisme et par son militantisme d'avoir suivi cet itinéraire qui en effet permet en fait de retracer une histoire de la droite nationaliste sur les 40 ans. Il remplit un vide en fait. Et l'autre qui remplit un vide qui est moins connu, c'est Alain Renaud. Qui est son bras droit. Qui est son bras droit. Et qui a épousé sa femme plusieurs années après son décès. Bon. Et Alain Renaud, qui a également eu des postes très importants. Secrétaire général du Front National, d'ailleurs, qui apparaît pratiquement plus dans aucune histoire du Front National officiel. Si on veut. Bon. Alors que on a du mal à imaginer aujourd'hui ce qu'a pu être le Front National. Alors qu'il Alain Renaud est coéditeur des Cahiers européens, d'ailleurs. Oui. Le Front National était quand même un parti extrêmement radical. Très radical. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est bon, ça, ils le mettent bien en évidence, c'est monté par Ordre Nouveau, quand même. Oui. Le Front National n'est pas les bases. Il n'est pas né par lui-même. C'est Ordre Nouveau qui a créé le Front National. Après, quand ils ont été dissous, ça aura posé des difficultés, leur bébé leur a échappé. Mais le Front National a été créé par Ordre Nouveau. Donc, et puis, il y a adjoint la mouvance de militants qui était une scission, la scission qui avait refusé de rejoindre Europe Action, quoi. Mais pour revenir au livre, c'est un livre dont le travail a duré 4 ans tout de même. C'est pas... Alors justement, pourquoi ce livre alors quel a été le décleur pour les auteurs? Le déclencheur, voilà comment ça s'est visiblement passé. Joseph Bourgard est documentariste, et à un moment il veut travailler sur l'affaire Pierre Goldman. Au fil des conversations, il se rend compte que d'autres personnes sont en train de mener ce même travail, d'ailleurs travail qui sera passé en télévision. Oui, j'avais rencontré des personnes qui étaient sur le sujet, oui, d'ailleurs. Voilà. Donc, de Goldman. On aura un petit mot tout à l'heure. Dans le cadre de ce travail sur Pierre Goldman, Joseph Bourgard croise la figure de François Duprat. Parce qu'il y a une vieille rumeur qui dit que Goldman, Duprat, des ententes, etc. Peu importe la réalité des faits. Et Curiel. Ça s'inscrit dans le même. Peu importe la réalité des faits, et il en discute avec une personne qui le met en contact avec Nicolas Lebourg. Nicolas Lebourg est maître de conférence à l'université de Perpignan, spécialiste du nationalisme révolutionnaire. Et voilà, le tandem se met en place et l'affaire commence en septembre 2007 pour aboutir. Voilà. Et moi, je suis contacté par eux en novembre 2007. Alors justement, le premier axe de travail des auteurs est lequel? On est sur ce travail produit maintenant? Non, on est sur un axe très différent. Non, pour moi, on est sur la mort de Duprat, en fait, au départ. Pour moi, si ma mémoire me trahit pas, c'est vraiment qui a tué François Duprat. C'est-à-dire, qui sont les assassins, quoi. Enfin, bon. Et rappelons qu'il est mort dans un attentat. Donc, on a dit tragiquement au départ, mais effectivement. Donc, à cette fin, comme le dit Emmanuel, les auteurs, mais surtout Joseph Bourgard, sur sa présence parisienne, contacte effectivement 200 personnes, dont 120 accepteront de témoigner, ce qui veut dire qu'il y en a 80 qui ne le font pas.
Et donc à partir de là, ils se rendent compte des barrières qui sont mises à la fois par le milieu dans lequel évoluait François Duprat, et aussi, il faut bien le dire aussi, par l'État, qui se refuse à communiquer un certain nombre de pièces qui permettraient d'avoir, pour les auteurs, d'avoir une vision plus globale de l'attentat. Donc je pense qu'à ce moment-là, ils prennent conscience que, confrontés au secret d'État, puisqu'on est là dans un domaine de secret d'État, confrontés au secret d'État, ils n'aboutiront pas. Et je pense qu'à ce moment-là, ils reformulent. Par obligation, il reformule à la fois le webdoc et bien sûr le livre qui devient une biographie. Ça, parce que on nous vend à longueur de quinquennat la transparence, la vérité politique. On s'aperçoit quand même que sous le boisseau, enfin sous les verrous, il y a encore énormément de choses. C'est assez étonnant 34 ans plus tard. En plus, quand sur les dossiers François Duprat et le dossier Ordre Nouveau, ils ont été refusés pour atteinte à la sûreté de l'État. Ah, tout de même. Oui. C'est pas une babiole. Ils sont d'ailleurs allés au tribunal administratif. Oui, tout à fait. Les procès sont toujours. Oui, on avait suivi ça à l'époque. Il y avait eu quelques échos. D'ailleurs, Emmanuel, tu t'en étais fait l'écho, me semble-t-il. Hein. Oui. Ouais. Mais il y a toujours un certain nombre de dossiers. Je pense qu'ils n'avaient pas envie. Je pense qu'il n'y avait aucune envie de montrer les infiltrations. Oui. Policières, notamment à l'intérieur d'Ordre Nouveau, d'Occident, de Jeunes Nations ou de mouvements de ce type, quoi. Oui, avec des personnes des gens vivantes. Des gens qui étaient permanents, payés par l'État pour infiltrer des mouvements. Bon, ça se fait beaucoup moins aujourd'hui, mais à une époque, c'était assez classique, comme ils avaient un certain nombre de gens qui étaient infiltrés, par exemple, au Parti communiste. Il y a un ouvrage qui est sorti sur le RG, le Parti communiste, dans lequel l'auteur, j'ai plus son nom en tête, a rencontré plusieurs policiers qui étaient permanents, qui étaient des vrais policiers, mais il y en avait à la CGT également. Leur vie était d'être au Parti communiste. Ouais. Bon, après, il y avait un autre système qui était effectivement d'exercer des pressions sur des gens, de les faire chanter, c'est simple. Mais ce qui est vrai, c'est que le livre est pas du tout convaincant sur la fin. Il y a, c'est de l'histoire en même temps du François Duprat, mais il n'y a pas de révélation sur son. Ah non, parce sur l'attentat. Non, c'est bien d'ailleurs le problème. C'est-à-dire qu'en fait, on en parlera peut-être spécifiquement de la partie attentat plus tard, mais c'est vrai qu'il y a une série d'hypothèses, et j'avoue qu'au bout de 4 ans, je n'en sais pas plus, moi, en tant que lecteur, et ayant un peu côtoyé le sujet, que avant le livre. C'est-à-dire qu'en gros, dès 1979, j'en savais autant sur les différentes pistes examinées que eux... 34 ans après dans leur livre. Hein. Oui, parce que quand même la possible implication de la DST, etc., on l'a su très très tôt quand même. Oui, il n'y a pas que ça. Ok, alors juste avant, on viendra sur ce sujet-là après la pause. J'aimerais qu'on vienne un peu sur Duprat, l'homme d'idées, le fondateur de courant en fait, hein, puisqu'il fait émerger quand même une pensée assez substantielle. Ces positions évoluent dans le temps ou pas? Je trouve qu'il y a une bonne définition qui a été faite du nationalisme révolutionnaire de Duprat, qui est un peu curieuse à dire maintenant, aujourd'hui, le temps va bien passer. C'est un nationaliste révolutionnaire atlantiste. C'est-à-dire qu'en fait... dans toute cette période très agitée, par exemple en Amérique latine, Duprat, il prend totalement parti pour les groupes, on va dire, d'extrême droite, radicalisés par la CIA, soyons clairs. Chili, Argentine. Oui, voilà, Chili, Argentine. Il n'a pas forcément une grosse sympathie pour les Montoneros. D'accord. Il a plutôt de la sympathie pour Patrie et Liberté. D'accord. Donc il n'est pas un fanat, pas un fanat des péronistes de gauche quand même. Hein. Non, mais c'est exactement comme par exemple Ordre Nouveau, les Kurdes avaient la cote. Il y avait toujours des articles sur Barzani, le Kurdistan, etc. Bon, aujourd'hui, ça serait absolument impossible parce qu'on se rend compte que je veux dire, ils ont leur propre jeu et ils n'ont de nationalistes que le nom. En fait, ils ont servi de base arrière pendant des années pour attaquer l'Irak, de base arrière à la CIA et au Mossad. Donc c'est un nationalisme révolutionnaire anticommuniste, profondément anticommuniste. Oui, là, il faut quand même rappeler les bases. Il faut quand même rappeler la qu'on période, est en pleine guerre froide avec un PC qui est le Parti communiste français qui est quand même 10 fois plus haut qu'aujourd'hui. Hein, on peut rajouter un zéro au chiffre et des troupes.
Pas seulement un parti communiste, des troupes. Tout à fait. Des militants durs de terrain en face. Et dans quelle mesure, Oui, Jean-Louis. où est-ce qu'il inscrivait en fait le révisionnisme historique par rapport à, Attention, par rapport à son... Attention, voilà. sur le révisionnisme historique, il faut d'abord bien dire une chose. François Duprat n'est pas un penseur révisionniste. François Duprat est un diffuseur du révisionniste. C'est lui qui, effectivement, moi je me souviendrai toujours, quand il m'a donné le bouquin de Boots en me disant, voilà, avec ça, le système va péter, quoi. Donc, le livre n'était pas encore traduit. C'est lui qui, effectivement, diffuse la brochure d'Harwood, etc. Mais c'est un diffuseur. Son idée, c'est l'idée des révisionnistes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que de dire, si on tranche ce nœud gornien-là, Oui, si on fait sauter le le verrou, système, rien de nouveau sous le soleil pour moi, c'est à peu près la même idée, quoi. Donc c'est D'accord, donc en fait, il en faisait une pièce sur une stratégie d'explosion politique, il en faisait un élément. Oui, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dite du tout, c'est que Duprat est quand même, ça je crois qu'on peut pas lui retirer ça, enfin c'est ce qu'on en pense, mais on peut pas lui retirer ça, c'est lui qui introduit quand même l'antisionisme à l'extrême droite. Alors, il crée en 67 un truc qui s'appelle le Rassemblement pour la libération de la Palestine. Bon, franchement, il doit être tout seul. Voilà, il doit être deux, quoi, avec Maurice Bardèche. Bon. J'ai quelques tracts et un ou deux numéros que j'avais passés à Bourgade. Le rassemblement, mais qui ne devrait pas rassembler. Oui, non, mais c'était un petit bulletin renéotypé. Enfin bon. Mais contre, ça a réellement existé. Oui. Et à l'époque, ce qui est vrai, c'est que Israël avait une cote absolument incroyable. Bien sûr. On a fait une émission l'autre jour sur un hommage à François Brignot. Brignot fait des reportages en Israël en 67. Et il trouve ça extraordinaire. C'est le moment où Rivarol prend position dans Rivarol pour Tzahal pendant la guerre des 6 jours. C'est les gars qui vont foutre la pilée aux Arabes qui nous ont battus en Algérie, quoi. Oui, donc c'est la queue de la comète, c'est la queue de la comète algérienne. Voilà. Et donc c'est lui qui commence, il n'est pas tout seul, mais je dis pas ça, mais c'est lui qui commence à infléchir progressivement le courant nationaliste sur ce sujet. Il y a toujours eu Coston, hein. Oui, attention. Oui, on peut pas oublier Henri Coston quand même. Là, on peut difficilement faire l'impasse. Mais bon, mais pour revenir en plus, l'histoire du révisionnisme est quand même assez tardif. C'est vraiment vers la fin de. Oui, c'est peu avant qu'il décède. Parce que de toute façon, la vague révisionniste, elle démarre là. Hein. Voilà, 76. Parce que Richard Harwood, je crois que c'est 76. Alors, elle sort parce que la brochure sort en Grande-Bretagne. Ouais. Bon, je ne sais pas si c'est lui qui l'a traduite ou bon, enfin en tout cas c'est lui qui l'a diffusée en France. Moi je l'ai acheté chez lui à Duclerc, enfin au Trait. J'étais allé l'acheter chez lui. Il fait connaître un certain nombre de livres, mais c'est au tout début. Je veux dire, Robert Forisson, personne ne le connaît à l'époque. Forisson apparaît après le décès de Duprat. Et à ses débuts. Forisson publie dans Le Monde. Hein. Il y a des grands articles de Forisson. Bon, c'est pas du tout la chape de plomb qu'il y a aujourd'hui. Ça paraît absolument inimaginable. Le Monde publiera aujourd'hui les articles que Forisson publiait il y a en 60 vers 78 quand même. Elle est en il serait aussitôt condamné, poursuivi. Bon. Donc les choses ont un peu changé, mais c'est quand même assez tardif. Ce qui est vrai, c'est que Duprat est est nettement. Alors comment il prend cette greffe ? Parce que s'ils sont 2 ou 3 avec des gens plutôt dithyrambiques sur Israël, comment la greffe prend de l'antisionisme ? Qu'est-ce qui fait la bascule ? Là, j'avouerais que je peux difficilement. L'éloignement de la guerre d'Algérie, pourtant on y est encore. Enfin, peut-être. Pas loin, ça correspond. Alors, je sais pas, je pense pas avoir la réponse en tant que telle, mais à la fin des années 70, il y a quand même un basculement au niveau de la mémoire juive, un retour avec les époux Klarsfeld et compagnie, qui font qu'à un moment, il y a une reprise. Tard. Bah oui et non, hein, c'est à la fin des années 60. Ouais. Non, dans les années 70, bon, il va y avoir non, mais c'est des sujets dont on parlait quand même très très peu à l'époque. Je veux dire, il suffit de prendre les manuels d'histoire de l'époque. Alors, j'ai ma collection d'Historia des années 70, il n'y a rien dedans. Hein. Ça, c'est le meilleur indicateur pour ceux. Regardez dans vos maisons à la campagne, tout le monde a Historia. Non, mais on peut prendre on prend le Monde des livres, le supplément littéraire du Monde. Il y a nécessairement un livre sur shoatique, enfin, sur holocaustique, nécessairement, parce que c'est une espèce idéologiquement, il y a une espèce d'obligation à l'époque, non. Qui est une demi-page sur la question toutes les semaines. Bon. Et à la télévision, c'est un film tous les soirs, ce genre de choses. Et ben, ça n'existait pas dans les années 70. Pas du tout. C'est apparu au milieu des années 80, à peu près. Oui. Ah, ça apparaît avec François Mitterrand. C'est très simple. J'ai l'âge de m'en souvenir. On a... Jean-Louis, on est dans. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que
Duprat, il est au trait. Hein. Alors, le trait. Non, mais le trait, il est en Seine-Maritime. C'est vraiment... c'est une rue. C'est pour ça que ça s'appelle le trait, d'ailleurs. Parce que c'est un village, c'est une ville-rue. C'est le long de la Seine, avec des maisons de chaque côté. Et ça fait plusieurs kilomètres de long, parce qu'il y a pratiquement pas... D'un côté, il y a la Seine, avec quelques maisons, et de l'autre côté, il y a quelques maisons. Et puis c'est comme ça pendant des kilomètres, pendant plusieurs kilomètres. En fait, il y a très peu d'habitants. Et il habite là, je sais absolument pas pourquoi il s'était installé là. Alors, c'est les anciens chantiers navals, au trait. Donc, effectivement, à gauche, il y a les maisons d'ouvriers qui sont près de la Seine, et à droite, il y avait les anciens cadres des chantiers navals. Donc, bon. Il y a une maison bourgeoise. Donc, c'est une maison, au-dessus. Effectivement, c'est une maison assez bourgeoise, si ta mémoire est la mienne que la mienne. Moi, j'ai pas très bien compris non plus pourquoi il avait été au trait et pas plutôt à Caudebec, puisque il est professeur au collège de Caudebec en Caux. Donc, et comme il est de notoriété publique que François Duprat est quelqu'un qui voit très très mal. Hein, il a besoin, c'est vraiment de loupe, de vraies loupes. Carreaux, hein, c'est vraiment impressionnant. Quand on le voyait lire, il était vraiment les yeux rivés sur le papier. Et je n'ai pas compris pourquoi effectivement il s'était mis là. Sans doute peut-être parce que les prix de l'époque, le loyer de l'époque, puisque c'est une maison en location, étaient plus avantageux au trait, ville ouvrière, qu'à Caudebec, ville bourgeoise. D'ailleurs, bon, c'est pas des choses qui l'intéressaient. Hein. Oui, enfin, il était vraiment très tourné vers son travail. Non, mais Laurence était apprécié peut-être d'avoir ce contact-là. Quoi. Donc, D'accord, très bien. Donc sur cette partie production, en fait. Ah oui, juste une chose quand même, c'est une grande maison. C'est une grande maison, parce que on parle de Duprat, mais en fait, c'est quand même une maison d'édition, pour revenir un peu à ce qu'on a dit. C'est un graphomane, il écrit tout le temps. C'est bourré de bouquins partout, et il a besoin de place, concrètement. Il n'y a pas d'ordinateur comme aujourd'hui, enfin, tout est différent. Donc il a besoin d'espace. Il y a une Renéo, oui. Avec des stencils. On a connu aussi. Ah voilà, excuse-moi, je t'ai interrompu. Oui, non, c'était sur cette partie production qui me semble. Non, parce qu'il y a cette partie il y a les stocks. Idéologue producteur, c'est quand même très important chez lui. Hein, alors... ça a été, on peut dire que par rapport à oui, il a été très prolifique. Ah oui. Il a beaucoup écrit. Ah oui, c'est quand même impressionnant. Pas mal de brochures, plusieurs livres. Il s'intéresse à revues. Il publie au moins 3 livres sur mai 68 et l'extrême gauche. Hein, il publie toute une série d'ouvrages. Bon, alors c'est vrai, plus ou moins sérieux. Oui, il y en a qui sont aujourd'hui contestables quand on les redit. Je pense à l'International étudiante révolutionnaire. Moi, je pense que la suite des événements a montré qu'il n'avait pas forcément raison. Dans le livre de Nicolas Dubourg, il signale même sur des ouvrages, pour le coup plutôt de notre bord, par exemple sur les SS, où en fait il invente des batailles ou des noms d'officiers. Quand à un moment il faut... Là, je sais pas il faut mettre de... Bon, ça me rappelle des gens. Non, mais effectivement, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Donc, plusieurs personnes m'ont raconté cette anecdote. Quand il avait un peu de mal, il demandait un nom. On lui donnait et le nom se retrouvait dans le livre. Mais ça ne veut pas dire... Moi, je trouve que ces livres tiennent toujours la route. Enfin, ont beaucoup de qualité. Mais je dirais que ce qu'il a fait de plus intéressant, en fait, ce sont ses revues. Oui, la revue d'histoire du fascisme. Voilà, par exemple, la revue d'histoire du fascisme. Oui, des revues doctrinales. Et d'ailleurs, on disait qu'il y en a une petite partie, d'ailleurs, c'était sur les fascismes américains, a été réédité par Alain Renaud, par Déterna, mais Alain Renaud, d'ailleurs, a rajouté un texte supplémentaire qui n'existait pas, qui n'était jamais paru. Bon, et on voit là qu'effectivement, il y a un vrai travail qui était effectué. Et c'est pas un hasard si certaines petites maisons d'édition. Et je rappelle qu'il n'y avait pas Internet. Plus ou moins clandestines continuent à photocopier, à les vendre dans quelques librairies, faire des petites brochures parce qu'il y avait un vrai travail d'historiographie qui n'avait pas été fait précédemment. On n'imagine pas le désert que c'était à l'époque. Très bien. On va peut-être faire une petite pause musicale et on se retrouve après. À tout de suite, chers auditeurs. Ce n'est pas ma faute si tout se déglingue. Les lavabos, les ardés, au secours avec les plombiers. Vive la peste, on baptise les rats. Voyons Provence, animateurs, terreur hystérique connectée.
mon Dieu, merci 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 mon Dieu. De retour après cette pause musicale, nous reprenons le cours de notre émission consacrée à François Duprat à l'occasion de la sortie d'un ouvrage aux éditions de Noël de Nicolas Lebourg et Joseph Borgard, François Duprat, l'homme qui inventa le Front National. Alors, dans cette seconde partie de l'émission, on va effectivement s'intéresser à François Duprat dans le Front National, ou François Duprat, idéologue du Front. Comment on peut le qualifier sur l'origine du Front National? Il est. C'est à ce moment-là que vous le rencontrez, Julien. Oui, c'est à peu près à ce moment-là. Moi, je le rencontre en. Il rentre au Front National en fait en 74, si ma mémoire est bonne. Moi, je le rencontre quand même un peu plus tard, en 75, début 76. D'accord. Donc, il est. En fait, c'est là où j'ai une divergence effectivement, comme Emmanuel, je pense, sur le titre, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas l'homme qui inventa le Front National, c'est l'homme qui a inventé la stratégie du Front National. Il a inventé la stratégie du Front National, c'est d'ailleurs très très clair, c'est au deuxième congrès d'Ordre Nouveau, c'est lui qui écrit ce fameux pavé rouge que nous avons tous lu dans notre jeunesse, qui fait quand même 300 pages, et qui théorise... Qui a été réédité très cher par Deterna. C'est vrai. Et qui... je parle là du deuxième congrès, pas du troisième congrès, parce que d'ailleurs, au niveau de l'écriture, on voit bien que c'est pas Duprat qui l'a écrit, c'est quand même beaucoup moins bien. C'est moins bon que c'est Longuet. Un certain Gérard Longuet. Non, je blague là. Et dans C'était le cadre, programme. Hein. C'était le programme Longuet. Dans le cadre de ce deuxième congrès, effectivement, Duprat théorise la stratégie du Front National. Soyons très clairs, moi à l'époque, comme je pense Emmanuel, on n'était pas forcément extrêmement ravis de ce type d'initiative, et qui se concrétisera malgré tout par le vote au deuxième congrès du Front National pour l'unité française, qui viendra battre le Front National pour un ordre nouveau, de façon d'ailleurs à plate couture. Donc c'est des motions là qui s'opposent. Il y a deux motions qui sont opposées. Dans le livre, les scores sont clairs. Je crois que c'est 286 pour le FNUF, qui est le titre originel du Front National d'aujourd'hui, et puis le Front National pour un ordre nouveau, qui doit rassembler une cinquantaine de dissidents. Voilà. Et donc c'est à partir de là, c'est lui effectivement qui théorise. Après qu'il ait créé le Front National, ça serait quand même un petit peu rapide. Alors on va faire d'aller jusque là. Voilà, on va faire un point là-dessus, Emmanuel. Comment naît le Front National? Il est utile de le rappeler à cette époque-là. En fait, le Front National a été créé à l'initiative d'Ordre Nouveau. Auquel il n'appartient plus. Auquel il n'appartient plus, parce qu'il en a été exclu. Alors oui, alors, énième exclusion. Quel motif ce coup-ci? Ordre Nouveau. Non, mais pour quel motif? Ah, ça, je me souviens pas. Moi non plus, je ne sais pas. Je sais pas. Enfin, il n'en est plus membre. Ouais. Et donc, le Ordre Nouveau est un mouvement activiste, c'est un mouvement de rue, c'est un mouvement jeune, très jeune, où on a les cheveux aussi longs qu'à l'extrême gauche. Où les gens il y a du monde. Oui, il y a du monde. Bon, c'est un mouvement... Oui, c'est un mouvement activiste. C'est la plus grande réussite en France depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, d'un mouvement qui est essentiellement un service d'ordre. Pour être très clair, en général, il y a plus de monde pour la protection que de personnes à l'intérieur des meetings. Bon. Et c'est un mouvement qui est craint. Il faut dire qu'à l'époque... Il cherche beaucoup à se défendre. Il faut dire qu'à l'époque... Il y a un ancien d'ON. Bon, à l'époque, on n'attaquait pas, mais on cherchait beaucoup à se défendre. Voilà, il y a beaucoup de trotskistes. En face, il y a des groupes très constitués comme la Ligue communiste, mais il n'y a pas que. Il y a des mouvements maoïstes. Il y a des gens amusants d'ailleurs. Voilà, donc beaucoup de gens qui ont fait de bonnes carrières, Michel Field. Voilà, des gens qui ont fait carrière depuis. Et donc, Ordre Nouveau décide en fait d'essayer de faire, c'est en 60, donc en fin 72, il est décidé de monter pour les élections de 73, il est décidé de monter un front national, qui est monté, donc qui est porté à bout de bras par Ordre Nouveau, et puis, le Front National, en fait, n'est pas du tout destiné à durer. C'est une pure alliance électorale. C'est une plateforme électorale de circonstance. C'est une plateforme électorale pour trouver un peu des candidats peut-être plus présentable, je dirais, pas plus présentable, enfin, je veux dire qu'il y a un peu plus de diplômes, de bouteilles, un peu plus de bouteilles, etc. Plus âgés, parce que c'est vraiment un mouvement très jeune, ON.
et vont s'associer dans l'aventure un certain nombre d'autres groupes, comme par exemple Militants, d'autres associations, mais qui ne se dissolvent pas. Le Front National, c'est un front, c'est pas un parti. Rassemblement de Donc, différentes structures. Bon. Ouais. Et donc arrive, les élections, c'est évidemment un échec somptueux. Enfin, c'est des scores, c'est à 0,30. Enfin, c'est même pas 1%, on n'imagine pas. Et à l'époque, nous on se disait, à Nantes, ils ont fait 0,60, c'est des ténors. C'est extraordinaire. Bon, alors aujourd'hui, quand je vois les gens, ils se disent, oh là là, mais ils ont fait 15% dans ma commune, c'est minable le Front National. Ils devraient penser quand on était à 0,30 ou 0,40. Enfin, c'était quasiment, on connaissait tous les électeurs de la circonscription. Voilà, bon. Et donc, et c'est là, on va en parler sur l'idéologie. Ordre Nouveau, pour moi, c'est Ordre Nouveau, et c'est absolument pas François Duprat qui théorise l'immigration comme un sujet politique, c'est-à-dire qu'il faut politiser la question de l'immigration. L'immigration est encore très faible en France, mais il y a quand même une forte présence de travailleurs, de salariés. À l'époque, on parle de travailleurs immigrés. De travailleurs immigrés qui n'ont pas droit au regroupement familial et que les grandes entreprises, c'est la bonne idée de Giscard, et que les grandes entreprises françaises, c'est-à-dire Renault, Peugeot et Citroën, sont allées chercher au Maroc, sous l'impulsion de Pompidou. Au Maroc, en Algérie, Tunisie. Essentiellement au Maroc et en Algérie, peut-être un peu en Tunisie. Ouais. Bon. Mais ce sont des gens qui se trouvent effectivement dans des bidonvilles, notamment à Nanterre, etc., et qui travaillent essentiellement dans l'industrie automobile. Plus en France, une certaine quand même présence qu'on a bien vue au moment de la guerre d'Algérie, avec la 7e wilaya qui était la France. On le voit au moment des épisodes qui se produisent pendant les manifestations de Charonne, etc. Ouais, il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de Maghrébins qui se retrouvent dans les rues. Mais après, dans les années 60, il y a toute la branche, je dirais, Europe Action, l'ethno-différentialisme. Enfin, on en parlait, Europe Action, qui fait des couvertures sous-développées ou sous-capables, des trucs assez violents, même très virulents. Mais la question de l'immigration est quand même clairement posée. Et Ordre Nouveau, donc en 73, décide de faire un meeting contre l'immigration sauvage. À l'époque, c'était pas l'immigration clandestine, on y mettait l'immigration sauvage. Donc 21 juin 73, meeting contre l'immigration sauvage, et l'extrême gauche, qui a très bien compris que l'immigration était un sujet sur lequel, un sujet sensible, décide d'interdire Paris à Ordre Nouveau. Et donc, il y a 7 à 8 000, mais réels, 7 à 8 000 militants d'extrême gauche, tous armés. Alors, on peut voir les images sur Internet, c'est ça qui est intéressant, il y a des trucs de l'INA. Qui vont prendre le contrôle de Paris. Et à la suite de quoi, ce qui est absolument pas prévu, certes, la Ligue communiste va être dissoute, donc ils vont se retransformer en Front communiste révolutionnaire, et ensuite en Ligue communiste révolutionnaire. Il y a d'autres organisations qui sont dissoutes, mais ce qui est absolument incroyable, c'est que Marcellin en profite pour dissoudre les gens qui ont été attaqués. Et donc, Ordre Nouveau est dissous. Donc, ils se retrouvent dans la nature, et ils pensent, en fait, s'abriter à l'intérieur du Front National, et Jean-Marie Le Pen dit, c'est hors de question, c'est très clair. Et d'ailleurs, il lance Faire Face, qui est le journal qui sort pendant l'été ou en septembre, et qui est sous-titré en dessous Journal de Front National. Journal de Front National. Et Jean-Marie Le Pen le fait saisir. Le journal est interdit, et ça devient Faire Front. Alors que le premier numéro, c'est Faire Face. Ouais. Donc à ce moment-là, il y a un antagonisme. Les ponts sont rompus. Et par la suite, il va y avoir le Parti des Forces Nouvelles qui va être créé, et qui regroupait beaucoup, beaucoup plus de monde que le Front National. Je dirais que le Parti des Forces Nouvelles, enfin, toute proportion gardée, devait regrouper... une année, mettons 3000, 3500 personnes, je pense. Julien. Oui, tout à fait. Après, je suis d'accord. Mais avec des points forts. Voilà. Mais à Nice, à Rouen. Mais le Front National regroupait 800 personnes. Oui, c'est ça. C'était groupusculaire. Alors, qu'est-ce qu'il décide, François Duprat? Je reviens juste, parce que sur l'immigration, je suis évidemment d'accord avec la chronologie que fait Emmanuel. À cette nuance près, que Duprat, il associe explicitement l'immigration et la question sociale. C'est-à-dire que la fameuse affiche, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop, c'est quand même, c'est pas simplement l'immigration sauvage, c'est
le phénomène migratoire pose un problème. Déstructure le social. Des structures sociales. C'est là pour moi la différence. C'est pour moi l'apport. Alors qu'il n'y a rien inventé, ça c'est possible. Parce que qu'il n'y a rien inventé, pardon. Là c'est possible parce qu'effectivement ce type d'affiche on l'a vu dans d'autres pays, à d'autres moments. Je ne reviendrai pas là-dessus. On a du mal à imaginer le caractère radical en fait justement de cette association, entre l'immigration et la question sociale. Dès lors qu'à l'époque on est sur la fin du plein emploi, mais on est quand même dans une période sur la fin de la prospérité, sur la fin des Trente Glorieuses, mais dans une période quand même où le chômage et la question de l'emploi posent infiniment moins de problèmes qu'aujourd'hui. C'est ce que tu dis aujourd'hui. En 74, il y a 400 000 chômeurs. Ces chômeurs sont payés, quand ils ont été licenciés, ils sont payés à 90% de leur salaire. Et quand ils suivent une formation en même temps, ils touchent 110% de leur salaire. On n'imagine plus ça aujourd'hui. Mais les caisses des acédiques sont très excédentaires. Parce qu'en fait, il y a très très peu de chômeurs. Et du coup, c'est vrai que le chômage, c'est le moment où le chômage démarre avec le premier choc pétrolier. Il va l'avoir le deuxième choc pétrolier en 78. Effectivement, quand on reprend les histoires du Front National, c'est la première affiche, c'est 1 million d'immigrés, c'est 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop. Et après, il va y avoir 2 millions, 3 millions de chômeurs, et après 3 millions. 3 millions, il y a eu 3 affiches. Ouais, il y a eu 3 affiches. Oui. Voilà. Des millions et des millions. Et du coup, c'est vrai que c'est visionnaire. Alors, qu'est-ce qui décide Duprat à passer au Front National alors à suivre à mon avis, je pense qu'il y a de la place. Enfin, c'est ce que dit Emmanuel, il y a de la place. Voilà, ouais. Il y a de la place à partir du moment où la route est barrée du côté de ses anciens amis d'Ordre Nouveau. Il voit qu'il y a une place à prendre dans un parti qui est très peu structuré, où il y a quand même beaucoup d'anciens. Jean-Marie Le Pen doit être le plus jeune du bureau politique du Front National à l'époque. Enfin, je passe tout en mémoire, mais donc. Je pense que c'est Duprat le plus jeune. Oui, après, ça devient Duprat évidemment le plus jeune. Donc, il passe là parce qu'il sait qu'il y a un angle de tir et puis que finalement, cette stratégie de Front National, considère que c'est la sienne. Quoi. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, François Duprat serait refusé au Front National. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne tolérerait pas les écrits. Oui, il est sur une base extrêmement radicale. Oui. Quand on lit, il n'est pas bleu marine. C'est ce que tu veux dire, Emmanuel. Non, mais je suis pas du tout critique vis-à-vis de la stratégie actuelle du Front National. Non, mais on est bien d'accord. Je dis qu'aujourd'hui, il rentre pas dans ce cadre-là. Le monde a changé. Il se serait peut-être adapté d'ailleurs. Il aurait peut-être changé aussi. Oui, bien sûr. Mais il a une activité, il faut bien insister, et Julien, là, il peut en parler, qui sont les cahiers européens. Oui, les cahiers européens, c'est quand même... C'est incroyable, ce truc. Les cahiers européens, c'est quand même... C'est un hebdomadaire. Le seul hebdomadaire de la mouvance. Donc, qu'est-ce qu'on a, nous, militants, à l'époque, pour se nourrir hebdomadairement ? On a Rivarol. Bon, très bien, mais les éditos à l'époque, d'Édith de Lamarre sur la religion, nous, ça nous fait peut-être pas grand-chose. Et Duprat, d'ailleurs, tient une rubrique. Oui, sous le nom de François Solchaga. Il tient la rubrique sur le Front National. Nouvelle du Front. Nouvelle du Front. Qui fait un quart, une demi-page, qui est l'actualité... L'actualité des mouvements nationalistes en France, semaine après semaine. Mais surtout, il lance les cahiers européens. Et alors, il lance les cahiers européens, et donc toutes les semaines, il arrive à sortir, au fil du temps, 12 pages. Ce qui est énorme. Et quand je dis il sort, c'est que les participations extérieures sont quand même assez légères. Il y a beaucoup de pseudos où c'est lui, en fait, qui écrit. Il y a à la fois un éditorial politique hebdomadaire. On n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent ailleurs. Ou alors, il faut lire éventuellement François Brignot dans Minute, c'est encore un autre débat, c'est encore autre chose. On a des nouvelles du Front International. Oui, c'est fascinant. Il donne et à l'époque, il n'y a pas Internet, on comprend. C'est qu'il donne les résultats des partis nationalistes au Japon. Oui, au Japon. Alors voilà, on a gagné au Japon. Et donc on se dit, on est très très fort. Et puis le parti indien qu'on ne connaissait pas, le RSS, à l'époque, personne ne connaissait ça. Qui est aujourd'hui connu d'ailleurs. Qui est aujourd'hui connu, mais à l'époque, François allait faire un petit tour là-dessus, sans parler des nuances entre le Parti national social syrien et le Parti basse. Donc effectivement, c'était assez important. Et puis il y a une chose qui a porté par contre débat, ça, j'anticipe peut-être ce que va dire Emmanuel à ce sujet, c'est les nouvelles des activités françaises, où effectivement François, pas y règle ses comptes, mais
peut laisser penser qu'à certains moments, il règle ses comptes avec ses anciens amis. Voilà. Ah oui, et puis en plus, il balance les noms, il y a les noms, les prénoms, il y a tout, quoi. Hein. Moi, déjà à l'époque, j'étais régulièrement cité dans les cahiers européens. En bien ou en mal, je Emmanuel ? Bon. En bien ou en mal ? Nous étions une certaine force militante à Rouen, donc nous étions assez proches, donc ça allait. Je dirais que ça allait. D'ailleurs, j'ai le plaisir, je crois être le seul ici, mais j'ai voté pour lui en 78. D'accord. C'était la première fois de ma vie que je votais, et j'étais dans la circonscription du Trait. Donc, La 4e, j'ai donc voté pour François Duprat, pas pour Julien. Voilà. Moi, oui, bien sûr. Voilà. Oui, Deux, bien sûr. vous êtes deux ce soir. Oui, Oui, non, mais je savais pas où tu habitais. Si, j'étais voilà. sur la 4e, c'est vrai. Voilà. Mais donc, il y a aussi quelque chose dont il faut parler, c'est les GNR. Les GNR, alors les GNR, c'est une structure... Groupe Nationaliste Révolutionnaire. Oui, c'est la Groupe Nationaliste Révolutionnaire, c'est une structure militante qui doit, à mon avis, pas regrouper en France plus de 200 personnes. Hein, c'est à peu près l'ordre d'idée. Au grand maximum. Au grand maximum. Très éparpillé, on va dire, entre... à mon avis, pas beaucoup à Paris, à Nantes, certainement, Lyon, un peu à Rouen, on était quelques-uns, voilà, puis ça se trimballe un peu partout. 200 personnes, avec deux sensibilités, on va dire, assez claires. Une sensibilité qui, plus tard, se tournera vers la fan, si vous voyez ce que je veux dire, et une sensibilité comme la mienne, qui est plus proche du MNR, de Maliarakis, une fois du gage, de tout ça, quoi. D'accord. Oui, mais alors, l'activité des GNR ? L'activité des GNR, très faible, on est très peu nombreux. Hein, donc, moi, l'activité des GNR, pour moi, elle est essentiellement concentrée sur le tirage des cahiers européens, sur la petite maison d'édition où j'apporte ma main. Après, le reste, c'est très très faible. Hein. Putain, le fait qu'il fasse une biographie a tendance, je dirais, à donner plus d'importance réelle que ça n'en a eu. Parce que c'est comme... Bon, par exemple, si on prend à l'ultra-gauche, par exemple, on prend Socialisme et Barbarie, ils sont 7. Mais ce sont tous des universitaires de très haut niveau qui vont publier des textes qui vont être très importants dans l'histoire de l'ultra-gauche. Là, il n'y a pas fondamentalement de grands penseurs. Bon. Il y a quand même, on va pas donner les noms, mais il y a eu un certain nombre de personnes qui sont passées par là, qui ont fait des carrières. Et par exemple, il y avait quelqu'un qui était au Havre, qui a fait une grande carrière dans la presse, et qui allait, je sais pas, tous les mercredis ou tous les jeudis, chez François Duprat, qui l'aidait, comme tu l'aidais, et qui travaillait. Et il y a des gens qui sont formés aussi un peu sous la houlette de Duprat. Parce qu'il y a le charisme, il faut pas non plus... Après, on aime ou on déteste, mais il y avait une forme de charisme indéniable. Oui, c'était un homme très attirant, puis en plus très cultivé. Alors très intéressant. Qu'est-ce qu'il donne comme élément stratégique au Front National ? En résumé. En résumé, c'est tout simplement déjà progresser. Parce qu'on le Front National est extrêmement faible, comme le rappelait Emmanuel. Donc, il faut déjà que ça constitue un minimum de force pour au moins passer à un moment ou l'autre la barre des 5%. Sans quoi, aucune discussion ne peut peser. On est quand même à un moment où en face de nous, il y a des partis comme les Républicains indépendants, le RPR déjà à l'époque, qui sont quand même des grosses machines de guerre. Donc le Front National, avec ses 800 militants tout mouillés, qui ont peut-être un peu progressé au fil du temps, mais ne pèse rien. Donc déjà avoir une force électorale, on va dire monnayable. Je dis monnayable au sens figuré. Qu'est-ce qui fait que... Non, pas seulement au sens figuré quand même, parce que tu pourras même négocier. À Rouen, par exemple, il avait négocié avec le Parti républicain le fait de ne pas présenter des candidats Front National en échange de trucs. Et bon, effectivement, il avait touché de l'argent. Hein. J'en ai parlé avec André Danet, pour être très clair. Je pense qu'il avait essayé d'aller taper André Bettencourt, qui à l'époque était sénateur Parti républicain. Enfin, à l'époque, c'était républicain indépendant de Seine-Maritime. Mais effectivement, bon... il était aussi maître chanteur, mais pas désagréable. Hein. Je ne veux pas le présenter sous un jour désagréable, mais c'est un personnage... Il avait un sens politique. C'est un gascon. C'est un personnage assez haut en couleur. Hein. Bon. Mais ce qui est vrai, c'est que, par exemple, il s'était un peu trompé, parce qu'en 78, il avait anticipé la victoire de la gauche. Bon. Et en fait, ça va se produire en 81. C'est ce que je disais, donc c'est début 78, je pense qu'il sera année 0. Vous étiez prêts, quoi. Oui, c'est ça. Et année 0, enfin, c'est incroyable. Il y a quand même des références italiennes importantes, quoi.
Bon. Oui. Donc, on est sur Méridien Zéro. Voilà. Donc quand il sort son journal, qui mériterait d'ailleurs d'être édité en collector aujourd'hui, parce que c'est un truc absolument incroyable. Bon, en fait, il prévoit avec 3 ans d'avance ce qui va se passer en 81. Il dit la droite va être battue, ils sont au pouvoir depuis 30 ans, ils vont s'écrouler, ils vont plus rien avoir, et nous on va avoir un espace où se développer. Bon, et c'est assez bien vu, et il faut attaquer notamment sur la question de l'immigration, un certain nombre de choses. Il faut être social, hein, alors il faut être, je sais pas en économie s'il était libéral. Oui, en économie il était libéral. Comme Jean-Marie Le Pen, c'est libéral en économie, mais libéral économiquement de droite et socialement de gauche, quoi. Comme c'était un peu la rengaine à l'époque. Et en fait, c'est exactement ce qui va se produire en 81 et qui va avoir Dreux, puis les Européennes de 84. L'ironie de l'histoire, c'est que son ennemi, entre guillemets, parce que je vais pas plus loin, son ennemi intime, Jean-Pierre Stirbois, on tirera les marrons du feu, puisque... c'est lui qui le ramène, hein, c'est lui qui le ramène, mais c'est aussi après, on peut pas dire qu'il s'appréciait énormément, quoi. Non. Alors, ce qui est curieux, c'est que Jean-Pierre venait lui aussi des milieux, solidaristes. Oui. Lui, il vient en plein des milieux solidaristes. C'est vraiment c'est MJR, c'est Sergent, c'est toute cette branche, mais qui est une branche très très différente des GNR. Oui, tout à fait. Et par rapport à Jean-Marie Le Pen, dont on sait qu'il a quand même toujours eu un peu de mal avec ses numéros 2, est-ce qu'avec Duprat, tous les numéros 2 se sont toujours référés à Duprat quand ils ont été nommés, ça c'est clair. Non, mais à l'époque, il y avait aucun enjeu. Ouais. Il y en avait un. Non, sur laquelle je voudrais. C'était la lutte pour la survie. Vous interveniez, c'est parce que le PFN est plus costaud. Mais ça, c'était la lutte pour la survie. Donc c'est l'euro-droite en 79, c'est Gauchon en 80, etc. Bon, et à l'époque, le Front National est vraiment beaucoup plus petit. Oui, n'oublions pas quand même qu'à un moment, Jean-Marie Le Pen ne peut pas se présenter aux élections présidentielles, alors qu'il ne faut, je crois, à l'époque, que 100 signatures de maire. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Oui, on est à 100 à cette époque-là. Oui. Non. Il est candidat à 100 en 74. Non, 180. Et en 81, Giscard a fait passer ça à 500. Il les a pas. Et il les a pas, mais quand on voit les difficultés pour les avoir aujourd'hui, on se rend compte qu'à l'époque, c'était pratiquement impossible de les avoir. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait que, juste pour l'anecdote, que le PFN est dépassé, en fait? C'est tout simplement parce que les gens l'équipe dirigeante du PFN a trahi, c'est extrêmement simple, et a rallié pour quelques pois chiches et pour rien, les rangs de la droite classique, et donc on se trouve avec via le CNI, ils vont avec le SAS, les SAS de décompression, ils vont se retrouver très intelligemment positionnés par le pouvoir. Ils vont se retrouver au CNI, et puis ils seront jamais acceptés en fait à l'intérieur du RPR, et donc ils vont toujours se retrouver dans des associations complètement marginales. Et mais il est passé un certain nombre de gens au PFN. Il y a un certain nombre de députés actuels qui sont passés par là. Hein. Il y a même eu des députés Chasse-Pêche Tradition, députés européens, etc. Bon, je suis pas là pour faire de la délation, mais il en est passé toute une série. Mais ce sont des gens qui ont totalement renié leurs idées, totalement. Qui n'ont qu'une peur, c'est qu'on puisse leur rappeler quelque chose à propos de leur passé. Ils devancent ça. C'est un peu l'exemple de Gérard Longuet, qui est pourtant un homme sympathique que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Gérard Longuet, on dit il a donné un entretien à Minute où il dit on peut discuter avec Marine Le Pen. Dans la même interview, il dit jamais je ne voterai pour un candidat du Front National. Donc c'est quand même pas aller très loin. Et pourtant ensuite ça fait la une de tous les journaux en disant Longuet, etc. Occident. C'était l'auteur du programme politique du Front, le premier. Hein. Et aussi du PFN. Hein. Il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de droit à l'oubli, clairement. Ça, il n'y en a pas du tout. J'aimerais qu'on attaque sur la dernière partie de l'émission, là, 2 sujets qui occupent d'ailleurs une partie de l'ouvrage. Toutes les zones d'ombre qui entourent, les légendes justement, les contes et légendes autour de François Duprat, et puis les théories et l'énigme de son assassinat. Alors, en priorité, qu'est-ce qu'on a reproché le plus souvent à François Duprat et pourquoi? Et est-ce avec raison? On a reproché à Duprat, en gros, de communiquer beaucoup trop régulièrement avec ou l'IRG, ou la DST, ou les deux.
On a reproché à Duprat, éventuellement, sans que cela puisse être prouvé, d'être aussi un agent étranger. Alors là, tous les services y passent. Je vous les énumère pas. Ça va du KGB à la CIA en passant par le Mossad, etc. On a reproché à Duprat de monnayer effectivement et de faire du chantage sur des voix, les choses comme ça. On a reproché beaucoup de choses à Duprat sans que finalement, et moi, ce qui m'impressionne, c'est que on n'arrive pas à avoir l'idée centrale, quoi. C'est-à-dire que j'arrive pas à savoir comment ce garçon intelligent, sympathique, qui a commis tout ce qu'on a dit tout à l'heure en termes de livres, d'études, etc. Comment ce garçon a pu cristalliser autant de haine? Car il faut bien se mettre dans le contexte de l'époque. Le contexte vis-à-vis de Duprat dans nos milieux est à la haine. C'est pas simplement une rivalité, c'est plus que ça. Quand Jean-Marie Le Pen débarque à la faculté d'Assas en novembre 77 et qu'il y a l'effigie de Duprat pendue dans le hall d'Assas, on dépasse le cadre habituel, si on peut dire. Donc voilà, moi j'arrive pas au bout de 4 ans d'enquête à me dire, voilà, le vrai problème de Duprat, parce que si on me dit Duprat c'est un agent DRG de la DST, alors moi je veux bien, mais dans ce cas-là, il aurait fallu en passer aussi d'autres à la moulinette, parce qu'on a bien vu par la suite tous ces gens-là qui donnaient des leçons de morale sur les RG ou la DST, voir un peu leur reconversion, parfois on peut aussi un peu s'étonner, quoi. Donc on peut s'étonner, on s'étonne pas d'ailleurs. On peut s'étonner, je n'accuse personne, mais on peut quand même s'étonner un petit peu de leur parcours. Donc il y a autre chose, et moi je sais pas quoi. Non, il y a eu l'histoire. Il y a eu l'histoire du livre qui avait publié chez Alain Moreau sur l'argent des partis politiques. Enfin, j'en ai discuté avec Jean Picolec, qui a interviewé. Bon, il le dit lui-même. Il y a eu les articles de Liberban. Bon, ça cassait vraiment pas des briquettes. C'est une espèce de synthèse. Enfin, il y avait pas grande révélation. Il y avait pas. C'était vraiment pas un motif pour le tuer, pour empêcher la parution de l'ouvrage. Ce qui est vrai, c'est que François Duprat cristallisait pas mal de haine. Qu'à l'époque, c'était très groupusculaire, très groupusculaire, et donc on se retrouve dans une espèce de logique d'élimination. C'est pas directe, un mot, mais pas sectaire, mais bon, c'est pas le FLNC, mais quand même, on l'a vu dans d'autres affaires qui se sont produites par la suite, où des gens ont pu être éliminés pour des raisons complètement ridicules. Quand on voit par exemple l'affaire du SAC. Qui explose en 1981, parce qu'il y a un type qui est censé avoir des archives, etc. On va le massacrer, plus toute sa famille avec des enfants. Il y a 6 morts. Bon, enfin, c'est un truc absolument... La tuerie d'Oriol. Voilà, ça paraît complètement délirant aujourd'hui. Bon, il y a eu d'autres affaires, d'ailleurs, où ont été mêlés des gens du PFN. Pardon, il faut se souvenir, enfin, il y a cet épisode absolument incroyable, quand même, de le PFN, je crois que c'est en 75 ou en 76. Pour financer le mouvement, il y a des membres du parti qui font un enlèvement de Hazan, le PDG de Phonogramme, qui enlève. C'est aujourd'hui, je sais pas si on enlevait Bernard Arnault en lui disant tu vas cracher au bassinet pour financer un mouvement nationaliste. Les méthodes à l'époque étaient un peu différentes d'aujourd'hui. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors ce qui a été dit, c'était il y avait la haine avec, je dirais, les anciens d'ordre nouveau. Il y avait l'histoire du livre sur le financement des partis politiques. Il y a eu le fait qu'il diffusait de la littérature révisionniste et donc qu'il aurait pu être éliminé par les Israéliens, pour être très clair. C'est les 3 grandes pistes, mais aucune ne tient la route. Aucune ne tient la route. Alors moi, j'en profite puisque tu es sur les pistes, et c'en est pas une, ce que je vais vous dire, mais il y a un truc qui m'a toujours frappé dans l'enquête qu'ils ont menée, ils le savent. J'étais extrêmement étonné que il n'ait pas été mieux fait mention, c'est écrit mais c'est très rapide, de la concordance des décès de Duprat et de Michel Recanati. Ah oui, alors il faut en dire un mot. Oui. Alors, je dis ça. Donc, François Duprat a été assassiné objectivement le 18 mars par cette bombe sous la voiture, et Michel Recanati, qui est l'un des 5 hommes qu'il y a dans autour de la table avec Daniel Cohn-Bendit, Alain Gesmar, Jacques Sauvageau, etc. Autour de la fameuse table en mai 68. Et donc le patron du service d'ordre de la Ligue communiste, c'est lui qui est responsable en particulier de l'attaque militaire du meeting d'Entre Nouveaux, mais qui sera
paraît-il, exclut la Ligue communiste pour dérive militariste. En 74, parce que Michel Recanati avait projeté d'enlever l'ambassadeur du Chili à Paris. Enfin, ça n'a pas du tout plu, visiblement, à certains conservateurs de la Ligue, et il a été exclu. Et Michel Recanati disparaît pendant 4 ans, d'ailleurs, nous savons ce qu'il fout, voilà, et il meurt le 23 mars 78. Et il meurt d'un suicide, il s'est suicidé. Sur une voie de chemin de fer. Sur une voie de chemin de fer, dont on ne sait, et on ne sait rien. On ne sait rien, à part un film que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Mourir à 30 ans. Mourir à 30 ans. Qui est un beau film, vu de cet angle-là. De ce côté-là, il est pas mal fait. De ce côté-là, c'était un beau film. Les bagarres sont pas mal. Truc bien fait par Romain Goupil. C'est le seul truc, oui. C'est le truc à peu près bien fait par Romain Goupil. Mais Romain Goupil, si vous écoutez bien le film, ne dit rien des circonstances de la mort, valide la thèse du suicide de façon totalement évidente, alors que, je sais pas, enfin, ils sont quand même un peu parano, la Ligue, ils ont dû fouiner et tout. Et en plus, il y a un truc extrêmement étonnant, c'est qu'il se suicide le 23 mars, mais on ne découvre que c'est lui que 3 ans plus tard. C'est un truc totalement incroyable. On découvre qu'en 81. Alors que bon, le mec avait disparu, c'était quand même un des pontes de la Ligue pendant. Et donc il y a 2 figures, pour revenir à mon sujet, il y a 2 figures du quartier latin, quand même, des 2 camps, qui disparaissent à 5 jours d'intervalle. Ça aurait mérité d'être un peu plus creusé, c'est un petit peu ce que je reproche, même si je n'en tire aucune déduction. Hein. Non, mais je trouve que il y a une coïncidence. Il y a une coïncidence. Un peu lourde. Voilà, il y a une coïncidence, au minimum. Ouais, à l'inverse, le livre insiste quand même beaucoup sur la fascination supposée de Duprat pour tout ce qui est service, plans secondaires, tertiaires, montages divers et variés. C'est indéniable. Je ne sais pas quand est-ce qu'il trouvait le temps de faire tout ça, parce que il y a une chose, je crois, qui n'est pas dite dans le livre, mais je pense qu'on n'a pas retrouvé le passeport de François Duprat. Mais ça, c'est quelque chose, cet intérêt, tout c'est quelque chose dont vous aviez conscience non, moi à l'époque. Non, pas du tout. Il faut bien se remettre dans le contexte. Moi, à l'époque, je suis un militant de base. Nous étions très jeunes. Nous étions très jeunes. Non, pas du tout. Moi, je me suis vraiment intéressé après. Et puis, une fois qu'effectivement, j'ai été mis en contact avec des gens qui ont travaillé dessus, parce que ce n'est absolument pas mon cas, là, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses, bien sûr. Oui. Très bien. Alors, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y a pas de cahier photo. Oui, alors alors je pense qu'ils auraient souhaité qu'il y en ait un, et puis ça a dû aller. Moi, j'ai vu les photos. Oui. J'ai vu les photos en particulier absolument dégueulasses. D'une scène qui est assez connue, qui est le lynchage de François Duprat à Vincennes. À Vincennes, oui, parce qu'il avait repris ses études. Voilà, tout à fait. Et il a été lynché par les et donc, études il y a les photos, parce que Joseph Bourgard a retrouvé le photographe qui est de Vincennes, ou qui était proche des milieux maoïstes, je sais pas quoi. Ils ont vraiment essayé de le tuer. Hein. Et j'ai vu les photos, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal qu'ils les aient pas publiées, quoi. Voilà. Enfin bon, moi je leur avais donné un certain nombre de photos inédites, des documents, etc. Bon, je regrette que ça soit pas sorti. Non, moi personnellement, j'aurais préféré qu'il y ait des photos aussi, mais pas celle-là, quoi. Alors ça n'enlève rien à la qualité de l'ouvrage, qui est quand même extrêmement c'est un ouvrage, je documenté. dirais, qui est très cohérent, et les auteurs ont été très corrects. Ils sont comportés par exemple avec moi, ils sont comportés très correctement. J'aurais dit un certain nombre de choses où ils pouvaient me citer, ils m'ont cité, et j'aurais dit un certain nombre de choses où je voulais pas être cité, et ils m'ont pas ils ont pas dit Emmanuel Ratier nous a dit ça, quoi. Bon, je suppose que ça a été pareil. Bon, et j'aurais présenté un certain nombre de gens qu'ils ont rencontrés, ils ont été très très honnête, et je dirais que c'est un livre honnête, parce qu'il n'y a pas d'adjectifs scandaleux. Je pense qu'ils ont été assez fascinés par leur sujet, finalement. Oui, complètement. C'est indéniablement, alors que d'origine, ils ne sont pas politiquement proches, c'est le moins qu'on puisse dire, ni l'un ni l'autre. Voilà, non, pas du tout. De la mouvance au sens large. Je trouve que le contraste est assez fort avec le livre qui avait été consacré à Occident par le journaliste, le nom m'échappe. Charpier. Frédéric Charpier. Charpier, oui. Et clairement, le livre sur Duprat se lit avec nettement plus de. Il se lit avec plus d'intérêt et beaucoup plus de plaisir. Et je veux dire, le livre de Charpier est un livre assez vicelard, quoi. C'est un livre quand même pas mal de dénonciations. Je l'ai rencontré aussi, d'ailleurs, assez longuement. Je lui ai présenté des gens, et je comprends qu'il y a des gens qui refusaient de parler à Charpier parce que ils ont été assez malmenés, quoi. Et puis c'est bon, c'est quand même c'est un travail qui a été beaucoup plus rapide.
Alors que là, c'est un travail très sérieux. C'est Oui, vraiment et un puis il y a 4 ans travail d'enquête, d'historien. c'est Et, vraiment 4 ans d'enquête. mais ce qu'on peut regretter, c'est que personne dans nos milieux n'ait jamais fait une enquête, n'ait publié un ouvrage vraiment d'envergure. Un peu comme Génération, par exemple, qui était parti sur l'extrême gauche, Amo et Rothman, et avec eux, ils ont fait, on pourrait dire, c'est pour ça que je trouve que c'est une belle histoire de l'extrême droite, parce qu'ils ont rencontré, je sais pas, 150 personnes, et là, il y a des témoignages qui corroborent, qui s'opposent, etc. Il y a un vrai travail. Alors que le livre de Charpier, c'est vraiment une espèce de connaissance de seconde main, notamment avec des notes DRG, etc. Mais il faut savoir que les RG travaillent n'importe comment, quoi. Donc, pas très intéressant. Alors que là, c'est un bon travail. Mais on peut regretter que dans notre milieu, personne n'ait jamais fait un ouvrage d'envergure. C'est exactement comme actuellement il y a une très grosse biographie par exemple de Jean-Marie Le Pen qui va paraître l'année prochaine. J'ai rencontré la personne qui est en train de la préparer. Ça va être la première vraie biographie de Jean-Marie Le Pen. Il la fait pas dans un but de dénonciation et je sais pas. Oui, c'est un travail d'enquête. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il a rencontré au moins c'est pas du journalisme 150 ou 180 personnes. C'est pas une hagiographie. Mais c'est pas une critique extrême. C'est un vrai travail c'est un vrai travail de biographie. Enfin, je veux dire, ça va être un peu comme le Mitterrand de Pierre Péan, quoi. Voilà, ça va être. Et je pense que ça va être la grande biographie de Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen a accepté d'y collaborer, puisque ça va pas être un ouvrage de dénonciation. Et ce livre, moi je dois dire, ils ont beaucoup de courage, et leur éditeur aussi, d'avoir publié un ouvrage sur François Duprat, parce que bon, j'ai quand même peur qu'ils en vendent pas beaucoup. J'espère que l'émission va contribuer à ce que nos auditeurs dans la presse en particulier. Non, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu grand-chose. Pour finir, parce qu'il nous reste plus que quelques minutes, votre avis sur la figure de François Duprat à tous les deux. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui? Parce qu'on en parle peu dans nos milieux. Enfin, il n'est pas immensément cité. Même sur la commémoration, par exemple, de sa mort, c'est vrai qu'à une époque, il y avait quand même des petites cérémonies au cimetière, le 18 mars. J'ai pas l'impression... Cette année, il n'y en a pas eu, non. Mais je pense que les élections présidentielles ont fait que, sur ce sujet comme sur d'autres, il y a eu peu de manifestations. La figure de François Duprat reste quand même un mot. Il faut savoir que, par exemple, à l'enterrement de François Brignon, qui a eu lieu il y a... Tu me l'enlèves, hein, il y a 3 ou 4 semaines avant. Et parce que j'y étais. Bon. Oui, je sais. Mais il y avait 4 ou 5 journalistes infiltrés, quoi, qui étaient là pour si éventuellement Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen s'étaient déplacés pour pouvoir les prendre en photographie et les publier, faire de la dénonciation. Ouais, faire les flics de cimetière. Voilà. Belle expression. C'est vrai. Parce qu'il a valu d'ailleurs un compte rendu. En un mot, messieurs, il nous reste 1 minute et demie. Duprat. Non, je dirais quand même le terme nationalisme révolutionnaire a été quand même réintroduit par François Duprat en France. Avant-guerre, on parlait de national révolutionnaire, mais nationalisme révolutionnaire, c'est quand même lui. Il apparaît d'ailleurs dans le numéro 2, le tome 2 d'Ordre Nouveau dont je parlais tout à l'heure. Voilà, pour moi, c'est le grand acquis. La liaison immigration sociale, c'est le grand acquis. L'antisionisme, c'est le grand acquis, même s'il est aujourd'hui remis en cause. Voilà, c'est quand même les 3 points forts, quoi. Manuel, un mot. François Duprat, c'était un homme agréable à rencontrer parce que c'était un homme cultivé, fascinant, très très jovial, enfin très agréable de contact. C'est un homme du Sud-Ouest. Hein, voilà. Donc c'était quelqu'un de... Moi je l'ai pas rencontré souvent, mais j'ai gardé un très bon souvenir de lui et ça m'a marqué puisque ça a plus de 30 ans, bientôt 40 ans, cette affaire, et je me souviens toujours de lui. Je le rencontrerai dans la rue, je le reconnaîtrai demain matin, quoi. Voilà. Très bien. Eh bien, chers auditeurs, messieurs, merci pour cette participation à l'évocation de la figure de François Duprat. Je vous engage donc, Jean-Louis et moi, nous vous engageons à lire cet ouvrage aux éditions de Noël, François Duprat, l'homme qui inventa le Front National, de Nicolas Lebourg et Joseph Bourgard. Un ouvrage passionnant, un ouvrage foisonnant, qui vous éclairera sur bien des points de l'histoire de notre famille. C'était le lieutenant Sturm à la barre de Méridien Zéro pour cette émission. Je vous souhaite le bonsoir et vous dis à l'abordage et pas de quartier.